il y a de la souffrance, il y a de la mort dans la nature à tous les niveaux. C'est juste que on ne peut pas l'empêcher. Techniquement, simplement, quand moi, en tant qu'humain, c'est-à-dire en tant que chasseur, je tue, j'inflige de la souffrance dont je sais qu'elle n'est pas utile. Et donc c'est facile d'arrêter ça, c'est tout. Les Français qui sont en tout cas contre la chasse aujourd'hui ne la connaissent pas et c'est un vrai problème. C'est que les médias vont désinformer en fait ces personnes et vont montrer ce qui va intéresser pour orienter justement un sondage. Ça a été nécessaire dans notre histoire qu'on soit à la fois empathique et à la fois capable de violence. Et on est aussi surtout dans une énorme fracture idéologique où en fait je mange pas de viande donc il faut pas que tu en manges, je mange pas de foie gras à Noël donc il faut pas que tu en manges. Pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers, le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Vous mentez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah allez-y, je pense à quel chiffre là ? 70 milliards. N'importe quoi. Je pensais à 1000. C'est pas le concours de la petite plaque. Parce que tu veux, j'entends pas. Non, Oui. C'est normal. Ni bien ni pas bien, je suis pas venue là pour avoir des bons ou des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens n'ont plein de cul des arabes. On se calme la merde. Je veux dire, on n'est pas dans une cour de prison, quoi. On est tous dans la même équipe. Salut à tous et bienvenue dans le Ring 6. Aujourd'hui, on va se demander s'il faut être pour ou contre la chasse. À ma droite, Marine, influenceuse de chasse, dont le contenu s'oriente sur tout l'art de vivre qui entoure ce loisir, au-delà même du fait de tuer un animal comme dans les parties de chasse. À ma gauche, Pierre Rigaud, naturaliste et reporter, dont la lutte pour la cause animale le pousse à vouloir interdire la chasse qu'il estime être une souffrance inutile pour les animaux. Faut-il être pour ? Faut-il être contre ? C'est à vous de faire votre avis. J'espère que ce débat vous y aidera. Vos débatteurs sont prêts. Votre présentateur est prêt. Ambro, Santo, vous êtes prêts ? On est prêts. On est prêts. On se retrouve dans le ring. Bonjour à tous, on se retrouve donc au cœur du débat. Je suis aujourd'hui avec Pierre Rigaud. Bonjour Pierre. Bonjour. Et avec Marine, aussi se connaît sous le nom de Insta Chasseresse. Bonjour Marine. Bonjour. On est ici pour parler de la chasse, pour parler de si jamais il faut l'abolir, de si jamais il faut la garder, de pourquoi ça crée tant de débats, tant de passion et tant de clash aussi sur ce sujet. Et donc du coup, nous allons aborder point par point, parfois les nôtres, parfois les leurs, sur quels sont les désaccords et les accords, parce que peut-être qu'il y en aura, sur le sujet. J'aimerais déjà balayer très rapidement sur le fait qu'on va parler de chasse par loisir, parce que je crois qu'il n'y a plus vraiment de chasse par nécessité. Et donc du coup, j'aimerais poser d'abord cette question, est-ce que la chasse en tant que loisir est d'une normalité ou d'une tradition française ? Marine, tu peux commencer. Avec plaisir. La chasse, c'est vrai, elle existe depuis toujours. Dès à la préhistoire, on voyait déjà des images de chasse. Elle fait partie de nos expressions françaises, elle fait partie de notre culture en fait. Il y a même un musée qui est dédié aujourd'hui à Paris. Pour moi, elle a sa place, ça fait vraiment partie de notre patrimoine culturel et c'est un loisir certes, mais c'est aussi une nécessité de réguler et c'est important de le souligner, il y a les deux. Tu contestes, j'imagine, ce loisir et donc du coup, peut-être cherches-tu à revoir ces traditions pour apporter une culture peut-être plus humaine, plus empathique envers les animaux ? Ouais, on pourrait le dire comme ça. Bon, c'est une tradition, la chasse, c'était une nécessité il y a fort longtemps. Maintenant, c'est une tradition ou une activité de loisir, comme d'autres sports. En tout cas, ça se présente comme tel, pas seulement en France. Hein. Alors, la France est un des pays d'Europe où la proportion de chasseurs est la plus élevée en Europe, mais il n'y a pas que la France, il y a encore plus de chasseurs dans certains autres pays. Il y en a beaucoup en Espagne, au Danemark par exemple, proportionnellement au nombre d'habitants. Donc, ça représente une minorité de personnes parmi l'ensemble des citoyens. Qui décline sans cesse, mais qui se maintient de façon assez dure et revendicative. Et donc on peut le comprendre, parce que ces personnes défendent leur intérêt à pratiquer ce loisir, effectivement, que je combats en tant que loisir. Et je pense que c'est plus acceptable aujourd'hui d'utiliser l'argument de la tradition pour dire on continue à tuer des animaux par plaisir, par loisir, parce que c'est une tradition. Parce que dans ce cas-là, on continue tout et n'importe quoi sous couvert de tradition. Enfin, l'argument de tradition, à mon avis, parce que tu commences là-dessus, ne tient pas la route. Pourquoi cette tradition est si importante à tes yeux, Marine ? Pourquoi cette logique de tradition est importante pour les chasseurs ? Alors moi, j'ai passé mon permis de chasser il y a 3 ans, donc au départ, j'y connaissais rien. J'étais pas du tout dans un monde où il y avait mes proches qui chassaient. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait découvrir cette passion et c'est de là que c'est venu.
Donc moi, je ne peux pas dire que j'ai baigné dedans comme beaucoup de chasseurs. J'ai appris, j'apprends tous les jours. Je pense que je n'ai pas du tout le niveau de certains chasseurs aujourd'hui. Mais pour moi, ça fait partie aujourd'hui d'une passion. J'y passe tous mes week-ends. J'y vais avec plaisir et je ne me dis pas en me levant le matin, tiens, je vais tuer un animal. Enfin, le débat, il n'est pas autour de ça, je pense. C'est plus loin, c'est quelque chose qu'on a en nous et c'est quelque chose qu'on développe. Et ce n'est pas juste le plaisir de tuer. Et c'est là que j'ai envie d'insister. C'est vraiment un loisir, une passion qui regroupe plusieurs personnes, qui regroupe plusieurs milieux. On le voit, la chasse à courre aujourd'hui. Tous les milieux peuvent y aller, petits et grands, à pied, à cheval, en voiture. Enfin, pour le coup, la chasse aujourd'hui, c'est aussi de la convivialité, c'est aussi du partage, c'est du travail du chien. Et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir défendre ça et montrer vraiment ce que ça représente pour moi, à mes yeux, en tant que chasseresse qui a que 3 ans de permis de chasser. Et j'insiste sur ce point. Oui, mais je pense que ce que conteste Pierre, c'est que ce loisir implique le fait de tuer un animal. Exactement. Comment, du coup, les chasseurs se positionnent par rapport à ces remarques et à ces critiques ? Alors déjà, quand moi en tout cas je vais à la chasse, c'est pas, je tue pas des animaux déjà à chaque fois. Le fait de ne pas tirer, c'est aussi un acte de chasse. Il y a différents types de chasse aussi. Moi, quand je suis pas sûre de mon tir, par exemple, je ne tire pas. Et pour le coup, il y a très souvent des cas comme ça qui se passent. Et je tire pas. Et je suis très contente de rentrer chez moi le soir et juste d'avoir participé, même sans forcément tirer. C'est aussi accompagner, c'est aussi apprendre, observer, cuisiner, partager ce moment entre amis, entre familles. C'est un ensemble en fait pour moi et c'est ce qui fait aujourd'hui la chasse, qui en effet est une tradition initialement, mais qui aujourd'hui est un loisir, on est d'accord. Et donc du coup, cet acte de tuer un animal est selon toi, pour le loisir, du coup, un symbole une logique de cruauté envers cet animal ? Ouais, c'est même pas une question de symbole, c'est très très concret. Enfin, l'animal qui prend une volée de plomb ou une balle, il souffre de façon hyper concrète, c'est du réel. En fait, tout ce que vous dites est vrai dans le sens où les gens qui pratiquent la chasse sont des passionnés, sont des gens qui en général dépensent de l'argent pour pratiquer ça, parce que ça coûte un petit peu cher, comme d'autres loisirs. Ce sont des gens qui sincèrement vont pour le plaisir d'être dans la nature, parfois avec des amis, parfois en famille ou parfois seuls, selon. Et qui ne tuent pas tous les jours parfois, mais qui y vont parce qu'il y a l'objectif de tuer. Sinon, on ne serait pas là pour faire ce débat. Si ça consistait seulement à être dans la nature et se promener avec son chien ou ses amis, il n'y aurait pas de débat et tout le monde serait content. On irait le faire ensemble. Voilà, absolument. Et en fait, oui, cet acte de tuer qui est le cœur de la chasse, c'est la définition de la chasse, de traquer l'animal pour le tuer. Parfois on y arrive, parfois pas. Et puis parfois, quand il y en a pas assez, on lâche des animaux d'élevage, etc. Donc c'est assez varié, il y a plein de types de chasses différentes. Mais en effet, l'animal, étant donné qu'il n'y a plus de nécessité à le tuer pour subsister, étant donné qu'on le fait en connaissance de cause, puisqu'aujourd'hui on sait que l'animal, un mammifère ou un oiseau, il souffre. Déjà, il n'a pas envie de mourir, comme aucun être vivant, puis en plus, il souffre beaucoup quand on le tue, même de façon la plus propre, entre guillemets, même si la personne qui tire est un tireur d'élite, ce qui n'est pas le cas d'un million de chasseurs en France, par exemple, parce que d'abord, au permis de chasse, on n'apprend pas vraiment à savoir viser, on apprend des rudiments du maniement des armes, ou la sécurité, oui. Sécurité, la législation, mais on n'apprend pas vraiment, même pas du tout, en fait, dans la nature, à tirer un animal loin qui court, etc. Et à la chasse, notamment à la française, l'animal, dans beaucoup de types de chasse, par exemple les battues, court pour s'enfuir. D'ailleurs, on le pousse, on fait une battue pour qu'il s'enfuit et pour qu'il passe devant la ligne de tir. Donc, vous tirez sur un animal, un chevreuil ou un sanglier qui est en train de courir, de s'enfuir. Et c'est très difficile. Techniquement, c'est difficile. C'est aussi pour ça que l'animal n'est pas toujours tué. C'est difficile de le tuer. Moi, si on me met un fil dans les mains et on dit « tue ce chevreuil », techniquement, c'est pas facile, ça s'apprend. Et donc, il y a des animaux blessés, par définition, même si le chasseur ne le veut pas. Il y a des animaux qui, quand ils prennent une balle, ils souffrent. Hein. Si on a un chien qu'on aime et qu'on veut l'euthanasier, on ne va pas le mettre à 30 mètres et tirer dessus au fusil. On va lui faire une piqûre chez le vétérinaire. Dans le pire des cas, si jamais il faut qu'il meure. Donc là, en fait, on sait qu'on génère de la souffrance, même en faisant le moins mal possible. Même si l'animal il reçoit la balle entre guillemets au bon endroit, personne n'aurait envie de mourir comme ça. Donc on sait que biologiquement, physiologiquement, l'animal souffre. Et on le fait pour le plaisir d'une activité qui englobe tout ce que vous dites, mais qui englobe aussi, et c'est le cœur de ça, le fait de tuer, en faisant souffrir de façon absolument non nécessaire, juste pour s'amuser finalement. C'est ça qui est contestable à mon sens, et au sens de beaucoup de gens. Pourquoi vouloir faire souffrir les animaux, et est-ce si grave de faire souffrir les animaux ? Alors déjà, le chasseur, encore une fois, se lève pas le matin en se disant on va aller faire souffrir des animaux. Ça me semble assez évident que ce n'est pas le cas.
la souffrance animale, déjà, je suis d'accord, c'est un sujet qui touche plus globalement l'ensemble des Français et l'ensemble de la population mondiale. Et remettre en cause la chasse, c'est remettre en cause pour moi beaucoup d'autres sujets. Après, je revenais un peu sur vos retours. Le chasseur, en effet, au permis de chasser, on ne nous apprend pas forcément à tirer, ça on est d'accord, mais c'est axé uniquement et majoritairement aussi sur la sécurité. C'est quelque chose, moi aujourd'hui, quand j'arrive sur un acte de chasse ou j'arrive dans une battue par exemple, ça devient des mimétismes pour moi et justement je fais attention à tout, mes angles, je calcule mes angles de 30 degrés justement pour être sûre d'être bien positionné et c'est ce qui fait que parfois en fait très souvent je tire pas parce que du coup on nous a tellement appris, et j'ai passé mon permis il y a 3 ans, à faire attention à tout qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que les chasseurs sont dangereux, on le voit, les accidents ils baissent d'année en année, en 20 ans il y a 71% d'accidents mortels en moins. Ouais, mais sur la question vraiment de la souffrance animale, je ne dis pas qu'on doit s'en soucier, c'est l'avis de Pierre Rigaud sur la question. Est-ce que du côté des chasseurs, soit on considère qu'elle est reléguée au second plan, soit qu'elle est peut-être naturelle? Quelle est cette position sur les chasseurs au niveau de la souffrance animale? Déjà, pour moi, là, c'est aussi un sujet qui est important sur la souffrance, c'est qu'on essaie d'anthropomorphiser en fait, le débat sur est-ce que les animaux souffrent ou pas. Je ne pense pas que les animaux, déjà, on leur a posé la question, mais c'est surtout que, en fait, c'est pas le sujet pour moi aujourd'hui de est-ce qu'on fait souffrir les animaux. Non, les chasseurs font pas souffrir les animaux. Justement, il y a toujours des chasseurs qui sont quand même raisonnés et qui, j'ai jamais vu moi en tout cas dans les parties, dans les actes de chasse, des scènes qui sont comme ça où on fait souffrir un animal où en fait le seul moment où on va voir ça, c'est des vidéos justement qui vont être relayées sur les réseaux sociaux d'anti-chasse et de personnes qui sont contre. Pour essayer justement de donner une image qui est fausse en fait et qui ne représente pas la majorité des chasseurs aujourd'hui. Mais du coup, on a vu notamment sur tes propres réseaux sociaux avoir fait une vidéo sur des lapins qui étaient utilisés pour des battues de chasse. Moi, je me fais du coup aussi l'avocat de ceux qui penseraient contre toi. Est-ce que cette souffrance animale doit être considérée sur absolument tous les actes faits envers les animaux, que ce soit la chasse ou la grande distribution ou paquet d'autres sujets? De façon générale, moins on fait souffrir autrui, je pense que tout le monde peut considérer que mieux c'est, dans le sens où un animal, quand j'entends que la question de la souffrance animale n'est pas importante en fait, ou qu'un animal ne souffre pas ou pas beaucoup, je veux dire, personne n'a envie de se prendre une balle dans le corps parce que tout le monde sait que ça souffre. Et biologiquement, physiologiquement, c'est plus à prouver. Je veux dire, maintenant c'est quand même admis, connu scientifiquement, c'est-à-dire un chevreuil, un humain, un singe, un chien, quand il prend une balle ou des plombs, ce qui se passe dans le corps, c'est la même chose. Donc on souffre autant si on prend une balle que quand un chevreuil prend une balle. Mais doit-on concevoir de la même manière le fait de le faire sur un être humain ou le fait de le faire sur un animal? Pas forcément sur tous les plans, de la même manière. Mais on doit prendre en compte le fait que l'animal souffre et quelle est la nécessité à le faire souffrir. Bien sûr, alors à chaque fois on me dit oui, toi si tu étais sur une île déserte et que pour survivre il fallait te tuer, moi probablement que si j'étais sur une île déserte, j'anticipe la question que tu n'as pas posée. J'aurais pu la poser. Voilà, genre je me retrouve sur une île déserte, le cas qui n'arrivera jamais, supposons il n'y a que 3 lapins à tuer, sinon je meurs de faim, je vais tuer les lapins sans doute. Mais là, la différence, c'est que nous n'en avons pas besoin. Et donc, en fait, c'est une passion. C'est pas, il y a quand même une nécessité de réguler aujourd'hui, on le voit. On prend le canton de Genève, un exemple typique où la chasse a été interdite il y a des années. Et aujourd'hui, on voit quand même que depuis, il y a eu quand même 40 000 animaux qui ont été tués. La chasse, elle est interdite, mais le tir est autorisé. Mais on le voit aujourd'hui, c'est pareil en France. Comment on ferait aujourd'hui, quand on voit que le territoire national, la moitié, c'est des cultures, comment on ferait aujourd'hui juste pour pas avoir des dégâts et pour pas que... comment on ferait? Alors c'est une question de fond qui est super intéressante. D'ailleurs, je l'ai traité dans une vidéo sur la chasse dans le canton de Genève. Et justement, c'est pour ça qu'il faut différencier 2 choses. Et du coup, ça fait le lien avec ce que tu disais, à savoir prendre en compte la souffrance animale. Ça ne veut pas dire que jamais, absolument jamais, on a le droit de toucher un animal qui serait un truc sacré. Mais simplement, il faut voir pourquoi, dans quel but. La chasse, c'est essentiellement une passion ou un loisir ou une tradition, sans nécessité. Et puis il y a une infime partie de la chasse en nombre d'animaux tués qui concerne des animaux qui causent des dégâts aux cultures. En fait, par exemple, c'est essentiellement les sangliers, un petit peu les cervidés, cerfs ou chevreuils dans les forêts qui gênent certaines régénérations forestières, notamment pour la sylviculture. Mais en fait, en nombre d'animaux tués, tout ça, sangliers compris, ça représente 2-3%, au maximum 5% des animaux tués à la chasse. Donc en gros, 95% des animaux tués à la chasse ne causent strictement aucun dégât agricole, donc on est purement sur une passion. Donc c'est tout ce qu'on disait au début, c'est du coup, on aime aller à la chasse. Il n'y a pas nécessité à le faire, il n'y a pas nécessité de régulation, etc. Et donc on fait, en connaissance de cause,
souffrir un animal, même si le but est de le tuer, pas forcément en le faisant souffrir, hein. Je ne dis pas que les chasseurs veulent faire souffrir les animaux. Je pense que c'est même pas le cas pour la plupart d'entre eux. Ils veulent tuer l'animal dans un contexte de chasse, d'une passion. Je pense pas qu'ils veulent le faire souffrir. Mais par contre, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils savent que l'animal souffre. Quand un animal reçoit une balle, il souffre. Donc on sait qu'on le fait souffrir pour une passion. Donc du coup, c'est qu'on met sur un plan vraiment très décalé l'intérêt qu'a l'animal à ne pas souffrir, qui est zappé complètement par rapport à l'intérêt que j'aurais en tant que chasseur à m'amuser à le tuer. Et après, il y a la régulation qui est très très minoritaire dans le milieu de la chasse. Et pour le coup, le canton de Genève, il répond par exemple, non pas en ne tuant aucun animal, mais en ne faisant pas de chasse de loisirs. C'est-à-dire, au lieu de dire, comme en France et en fait dans la plupart des pays d'Europe notamment, au lieu de dire on confie la gestion des animaux sauvages dans leur ensemble aux chasseurs qui pratiquent un loisir, ça va réguler à la marge, et dans le canton de Genève, qui n'est pas un modèle que je défends absolument, mais en tout cas qui est intéressant parce qu'il fonctionne différemment, quand il y a un dégât agricole, il y a le service du canton qui dit quel dégât à quel endroit. On essaie d'abord de mettre des clôtures, on essaie de voir la culture, et s'il y a besoin ressenti de tuer l'animal, on le tue à l'aide de gardes. Et dans ce cas-là, ce n'est pas de la chasse de loisirs, dans le sens où par exemple il n'y a pas une battue et qu'un animal qui court, les types viennent la nuit. Je ne dis pas que je défends ça, mais c'est un autre système. Les types viennent la nuit en infrarouge, l'animal ne bouge pas parce qu'il est au milieu d'une prairie, du coup il est tué un peu plus rapidement par des professionnels. Donc il souffre évidemment. Et donc la chasse existe moins. encore. En tout cas, on n'est plus dans la chasse de loisirs, parce que on a commencé le débat en disant qu'on parlait de chasse de loisirs. Simplement, je ne dis pas que je défends ce modèle, mais c'est un autre modèle qui existe par rapport à la France. On n'est plus dans une chasse de loisirs avec des gens qui sont bénévoles et pas professionnels et qui ne savent pas tirer, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils n'apprennent pas à le faire, mais qui sont en fait quasiment des tireurs professionnels mandatés par la collectivité publique pour répondre à un problème qu'on a examiné au cas par cas. Et du coup, ça fonctionne de façon totalement différente. Et du coup, on ne tue que entre guillemets... 40 000 espèces en... pas espèces, mais individus. On ne tue que des animaux qui ont été jugés, dont on a considéré qu'ils causaient des dégâts aux cultures. Ce qui fait qu'on tire sur un nombre d'espèces beaucoup plus réduit, puisqu'on ne tire pas sur, par exemple, des griffes de rennes. Comme pour ne pas menacer les écosystèmes, notamment. Absolument. Mais je trouve ça juste... je comprends, mais ça ne répond pas à la question de comment on ferait aujourd'hui en France si on voulait abolir la chasse, par exemple, pour répondre à toutes ces questions. Et je trouve qu'en fait, le canton de Genève, c'est un bon cas, parce qu'on le voit que depuis, la nécessité de réguler, elle est importante, elle est toujours là, et que la chasse existe toujours. C'est juste qu'on ne dit plus qu'on chasse, mais c'est du tir. Et en fait, c'est cette question que je me pose, c'est comment on ferait demain, en France en tout cas, pour abolir la chasse et justement régler tous ces problèmes qui sont importants aujourd'hui. Ce que dit Pierre, là, je me fais ton porte-parole, mais c'est que justement, il y aurait du coup moins d'animaux tués parce que les loisirs du coup auraient moins de place du coup dans ce nombre-là. Mais la question que je peux te poser, c'est aussi, est-ce que beaucoup de chasseurs qui peut-être le font depuis beaucoup d'années dans leur famille ne voient pas une forme d'invasion aussi de leur propre tradition, de ce qu'ils ont fait depuis toujours, par des gens qui peut-être que tu ne l'avais pas pratiqué toi-même la chasse. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce doute et ce questionnement sur ceux qui critiquent la chasse et qui ne seraient peut-être pas ceux qui la connaissent le mieux ou la connaissent de l'intérieur? Je veux bien que vous reprécisiez, que tu reprécises la question. Pas forcément. La question que je pose, c'est est-ce qu'il y a aussi une incompréhension de la part de beaucoup de milieux de chasseurs qui ne comprennent pas pourquoi ce qu'ils font est considéré comme mal aujourd'hui, alors qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans, c'était beaucoup moins un problème? Comment toi tu te positionnes par rapport à ça? Alors je pense que les réseaux sociaux, et j'en suis la principale aussi responsable, font qu'aujourd'hui on montre réellement les choses, on montre des images qui sont souvent choquantes parce qu'on va montrer ce qui va ce qui va nous porter de l'intérêt, en tout cas pour les personnes qui sont contre cette passion. Donc en fait, on va montrer aux Français une petite partie d'actions de chasse qui en fait ne représente pas du tout aujourd'hui une journée type de chasse. On va montrer la scène qui ne va pas faire plaisir, on va montrer un comportement qui ne représente pas la majorité des chasseurs. Et c'est pour moi, c'est à cause aussi de ça qu'aujourd'hui la chasse est aussi critiquée. Et c'est ce que j'essaye en tout cas tous les jours de faire, c'est de montrer qu'il n'y a pas que ça. Au contraire, les chasseurs sont bienveillants, respectent la nature, respectent les animaux et on ne fait pas souffrir les animaux comme on peut le penser.
Oui, parce que c'est une question qui est souvent revenue et dont on a parlé avec quelques de nos abonnés quand on leur a expliqué on faisait un débat sur la chasse. C'était le fait que beaucoup de gens qui critiquent la chasse sont souvent des citadins de grandes villes et qui sont du coup moins des campagnards. On ne pourra pas te faire ce reproche-là, mais comment toi tu vois les gens qui pourraient supporter ton message sans eux-mêmes connaître vraiment la nature? Alors il y a deux choses. Vivre à la campagne et connaître la nature, c'est pas vraiment la même chose parce que, bon, en fait, en gros, à chaque fois qu'il y a un sondage qui explique et qui demande êtes-vous pour ou contre la chasse, il y a à peu près 80% des gens qui sont plutôt opposés à la chasse, alors ça varie. Et la proportion est la même à la campagne qu'à la ville, donc c'est pas du tout. Et d'ailleurs, les gens qui sont à la campagne, comme c'est mon cas, comme ils voient la chasse au quotidien, c'est eux qui sont le plus embêtés par le fait qu'il y ait des chasseurs, des battus qui craignent pour leur sécurité, etc. Donc il y a vraiment une virulence qui est très forte à la campagne de personnes anti-chasse, autant pour les raisons qu'on évoque depuis le début de souffrance animale, que pour les raisons de sécurité ou de sentiment de sécurité par rapport au fait qu'ils voient des gens, des types en orange, parfois des femmes, mais surtout des types en orange qui se baladent dans les campagnes avec des fusils, et que, dans les forêts, et que c'est assez dérangeant pour beaucoup de gens. Et du coup, j'ai oublié le début de ta question. La question que je posais, c'était comment toi tu vois ceux qui parfois sont aussi dans tes soutiens, et je ne veux pas les critiquer ouvertement, mais qui pourraient être contre la chasse, tout en étant eux-mêmes pour la souffrance, du coup contre la souffrance animale, en étant eux-mêmes des citadins qui ne se rendent peut-être pas assez compte aussi de ce qu'est un animal. Alors, je pense pas qu'il faut prendre les citadins non plus pour des débiles. Ils se rendent bien compte que c'est un animal. Et justement, alors par contre, c'est pas parce que la personne n'est pas spécialiste de la bécasse des bois ou je ne sais pas moi, c'est déterminer l'âge d'un chevreuil, un truc comme ça, que ne se rend pas compte de ce que c'est un animal. C'est un peu la même critique qu'on fait par exemple aux gens qui militent contre la corrida. On dit mais vous n'assistez pas aux corridas. Oui, mais il n'y a pas besoin d'assister aux corridas pour savoir que quand on balance une lame en métal dans le corps d'un taureau, c'est un truc qu'on pourrait éviter, quoi. Et c'est un peu pareil avec la chasse. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste de la faune sauvage. Moi, il se trouve que c'est mon travail depuis beaucoup d'années d'être spécialiste de la faune sauvage, effectivement. Mais il n'y a pas besoin de ça pour avoir une position argumentée et cohérente anti-chasse, disons. Après, il se trouve que moi, mon travail et mes compétences qui sont assez réduites, mais qui se trouvent être la faune sauvage, dont les mammifères et les oiseaux qui sont chassés, fait qu'évidemment, j'ai des arguments techniques à chaque fois, et c'est pour ça que je m'engage sur ce sujet. Parce qu'il y a plein d'autres sujets, d'ailleurs, on pourrait faire des débats qui me passionnent tout autant sur d'autres sujets, sur l'écologie en général, mais sur lesquels j'ai pas ou moins de compétences techniques. Du coup, voilà, je réserve ça. Mais sinon, fort heureusement, la plupart des gens qui sont plutôt opposés à la chasse, et donc qui sont majoritaires à la ville comme à la campagne, fort heureusement qui font un petit peu pression parce que la chasse est encore politiquement ultra forte et surreprésentée par des politiques notamment qui ont une vision complètement archaïque de la campagne, des hommes ou femmes politiques qui, eux ne comprennent rien aux enjeux écologiques, mais par contre, qui ont un lavage de cerveau permanent par le lobby de la chasse, qui font qu'ils prennent des décisions pro-chasse qui sont défavorables, bon, évidemment aux animaux, mais qui sont défavorables aussi à l'ensemble de la population plutôt anti-chasse. Je parlais des gens qui sont gênés par la chasse à la campagne. Bien sûr, mais on pourrait opposer l'argument, et puis là je laisserai Marine rebondir sur le sujet, mais on pourrait opposer l'argument que les animaux entre eux aussi se font beaucoup souffrir, et c'est évidemment moins le cas dans les forêts françaises que dans la savane en Afrique, mais ça reste d'une violence inouïe. Est-ce que l'homme devrait s'abstraire de cette violence-là? Et est-ce que ça serait prétentieux que l'homme s'abstrait de cette violence-là? Je rebondis sur le point. Les Français qui sont en tout cas contre la chasse aujourd'hui ne la connaissent pas, et c'est un vrai problème. C'est que les médias vont désinformer en fait ces personnes et vont montrer ce qui va intéresser pour orienter justement un sondage. Après, moi j'ai des amis qui chassent pas, j'en ai plein. Ils m'ont accompagnée à plusieurs reprises et ils m'ont tous dit, et pour le coup c'était tout le monde, j'ai passé une bonne journée, j'ai jamais eu un retour comme quoi les chasseurs, vous êtes un peu des viandards, ou les chasseurs, vous respectez pas les animaux, ou une action qui aurait été pas bien interprétée. J'ai jamais eu ce retour. Et les personnes aussi, c'est un autre point, les personnes qui aujourd'hui sont contre la chasse, je trouve se déresponsabilisent un peu du sujet, parce qu'à côté de ça, on le voit bien, ils consomment de la viande, ils consomment de plus en plus de viande, et c'est juste que moi aujourd'hui, je sais d'où ça vient. C'est un circuit court. L'animal que j'ai prélevé le matin, je le cuisine le week-end et j'en suis fière et c'est important pour moi. À l'inverse peut-être de ceux qui mangeraient de la viande en condamnant la chasse, sans voir que peut-être que l'élevage industriel serait pire. Alors il y a deux questions, parce que du coup il y a deux sujets, tu vas poser une question et la réponse est autre, donc je sais pas, je réponds à quoi, mais... Réponds plutôt à Marine. Alors, sur la consommation de viande, c'est un sujet qui est hyper pertinent en effet, qui est souvent mis en avant par les chasseurs qui disent mais nous au moins on n'est plus cohérent, on assume, on tue l'animal. Alors faut mettre une parenthèse gigantesque, qui est énormément d'animaux tués à la chasse ne sont pas mangés.
Ça, Les c'est un renards, autre par point. exemple, on tue des renards plusieurs centaines de milliers par an, il n'y a aucun renard qui est mangé. On tue plein d'animaux qui ne sont pas mangés, donc une partie est mangée. Et on Pas importe tous. aujourd'hui un nombre considérable de viande, alors qu'on Ouais. qu'on tue beaucoup d'espèces, enfin d'animaux. Alors, il y a une. Bon, moi, je ne mange pas de viande, il se trouve, donc j'ai pas de problème du tout, je ne mange pas de produits animaux, donc voilà. Mais par contre, il y a vraiment deux façons, deux faits qui sont très différents. Les personnes qui mangent de la viande, je l'ai été pendant longtemps, sont, dans leur majorité, n'ont pas envie de tuer l'animal. C'est-à-dire, c'est ce que reprochent les chasseurs ou non-chasseurs, mais vous n'assumeriez pas de tuer vous-même l'animal. Parce qu'en fait, les gens n'ont pas envie de tuer, n'ont pas envie de faire souffrir. On en revient toujours au point du début. Et donc, les gens aiment manger de la viande, mais ils n'aiment pas tuer, ils n'aiment pas faire souffrir. Et je pense que si les gens, dans la majorité, qui aiment manger de la viande, apprenaient qu'on peut, enfin, si on pouvait, je ne sais pas moi, produire de la viande sans faire souffrir les animaux, je pense que la majorité des gens qui mangent de la viande diraient oui, je prends, je veux ma viande et l'animal n'a pas souffert. Aujourd'hui, c'est pas possible de manger de viande sans avoir tué un animal. Et là, justement, absolument. Et les chasseurs, eux, leur problème n'est pas d'avoir de la viande, parce que d'ailleurs la plupart des chasseurs, ils achètent aussi de la viande issue des mêmes circuits. Genre, les chasseurs, ils vont aussi au supermarché acheter de la viande d'élevage industriel. En fait, les chasseurs, c'est pas qu'ils aiment la viande et ils voudraient bien pouvoir en manger sans faire souffrir les animaux, c'est qu'ils aiment être dans la nature pour, notamment, c'est au cœur du truc, tuer un animal et parfois manger de la viande. Donc c'est pas que... C'est la démarche inverse, c'est-à-dire ils aiment tuer, l'acte de tuer, enrobé dans tout le contexte que vous avez décrit au début. Ils aiment tuer et parfois ils mangent la viande. Les consommateurs de viande non chasseurs, ils aiment manger de la viande et voudraient bien que l'animal ne souffre pas dans leur majorité. Donc c'est une démarche qui est complètement différente. Mais effectivement, il n'y a pas de nécessité physiologiquement à manger de la viande. Donc on pourrait aussi se passer, si on pousse le débat au-delà de la chasse sur l'exploitation animale, on va dire, effectivement, on pourrait... Sur l'alimentation, exactement. Sur l'alimentation, on pourrait, effectivement, techniquement, se passer de viande de façon facile. Mais là, la différence, c'est qu'en fait, faire changer la société en profondeur sur, on va dire, l'exploitation animale, c'est ultra complexe, je n'apprends rien à personne. La chasse, la différence, c'est que ça concerne une minorité des citoyens, une minorité comme assez populeuse, 1 million de personnes. Et on pourrait, c'est aussi pourquoi je m'engage sur ce sujet, c'est une des multiples raisons, c'est qu'on pourrait relativement facilement faire bouger ça, parce que la nécessité, elle est encore... Enfin, l'absence de nécessité de l'animal est encore plus flagrante et évidente à la chasse que dans la consommation de viande, parce que, pour le coup, quand on voit la quantité considérable d'animaux qui ne sont même pas mangés, qui ne sont même pas retrouvés, les animaux blessés, dont on a les preuves maintenant qui sont ultra nombreux, même quand les chasseurs s'appliquent à bien, entre guillemets, tuer l'animal, il y a forcément, quand on tire par exemple avec des plombs, une petite gerbe de plomb, il y a des animaux qu'on retrouve plombés, etc., en quantité, des espèces qui sont classées protégées, qu'on n'a pas le droit de tirer, qui se retrouvent touchées quand même, etc. Donc c'est une démarche qui est, on va dire, proactive de la part de la personne qui va chasser, d'aller tuer l'animal. Et ça, on pourrait commencer par ça. Ce serait une formidable évolution de la société avec plus d'empathie. Et du coup, je ne vais pas être trop long, mais faire le lien avec la question que tu posais au départ sur est-ce que c'est nature. Il y avait un rapport à la nature. Genre, les animaux se font souffrir entre eux. Et c'est absolument exact. Il y a de la souffrance et il y a de la mort partout dans la nature, dans toutes les strates des écosystèmes. Je veux dire, dans la litière des sous-bois, dans la canopée. Même entre plantes et entre végétaux. Bon, alors la différence, c'est que la souffrance des végétaux, c'est vrai qu'on ressort à chaque fois avec le cri de la carotte. La souffrance des végétaux, elle n'est pas du tout au même niveau, enfin, je veux dire, jusqu'à preuve du contraire. Mais est-ce qu'on ne vit pas dans une société douillette? Est-ce qu'au final, nos aïeux ont vécu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale? Je te pose la question, Marine. Juste si je peux. Bien sûr. J'ai juste une phrase après, pour que ce soit cohérent. Il y a de la souffrance, il y a de la mort dans la nature à tous les niveaux. C'est juste que on ne peut pas l'empêcher. Techniquement, simplement, quand moi, en tant qu'humain, en tant que chasseur, je tue, j'inflige de la souffrance dont je sais qu'elle n'est pas utile. Et donc c'est facile d'arrêter ça. C'est tout. Je ne vais pas empêcher un requin de tuer un poisson ou une mésange de tuer une chenille, parce qu'on ne peut pas agir là-dessus. Enfin, c'est pas réaliste, oui. C'est pas réaliste, c'est tout. Et il n'y a pas de grande idéologie là-dedans. C'est juste que la souffrance en moins, enfin, moins il y a de souffrance, mieux c'est. Si on peut éviter d'infliger inutilement de la souffrance ou de la mort, faisons-le. C'est tout simple. Mais est-ce que je peux répondre? Est-ce qu'on est quand même d'accord pour se dire qu'aujourd'hui, donc les chasseurs qui mangent ce qu'ils prélèvent en grande majorité, c'est quand même mieux, ce circuit court en tout cas,
plutôt que d'aller manger une barquette, c'est l'argument qui revient souvent, mais qui est vrai, hein, plutôt qu'aller manger de la volaille en supermarché, qui a été élevée, qui a été qui a quasiment pas vu le jour pour certains cas. Est-ce que c'est pas mieux justement de manger ce qu'on prélève? Et aujourd'hui, la chasse, c'est plusieurs d'animaux qui sont prélevés tous les ans, alors qu'à côté de ça, on voit qu'on importe énormément de viande. Est-ce que ça serait pas une solution aujourd'hui de manger et de pouvoir justement commercialiser de plus en plus la viande qui est prélevée? Dans une logique de circuit court. Exactement. Mais je te relance sur la question que je posais, mais est-ce que du coup aussi la conception qu'on a de la chasse aujourd'hui, elle est liée peut-être à une société plus douillette, on me pardonnera l'expression, mais par rapport à ce que nos aïeux ont connu, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, même la guerre d'Algérie, on sait que les bains de sang qu'il y a eu aux États-Unis, enfin par les forces américaines dans le monde, est-ce qu'au final, c'est parce qu'on est aussi éloigné de ces conceptions-là qu'on est contre la chasse selon toi? Je pense et que surtout aussi on ne connaît pas. En fait, on juge très souvent ce qu'on ne connaît pas et c'est plus facile en fait de dire c'est pas bien quand on ne connaît pas plutôt que d'y aller, de voir de ses propres yeux et après donner son avis. Et on est aussi surtout dans une énorme fracture idéologique où en fait je mange pas de viande donc il faut pas que tu en manges, je mange pas de foie gras à Noël donc il faut pas que tu en manges. En fait, la France aujourd'hui, la liberté c'est un droit fondamental. Et je trouve que très souvent, on n'y est pas et juste laisser les chasseurs pratiquer leur passion tous les jours, ça fait partie de la liberté, c'est un droit c'est légal, la chasse aujourd'hui, donc voilà. Tu entends cette critique, Pierre, sur tout le côté de si toi tu ne veux pas chasser et qu'il n'y ait pas de souffrance pour les animaux dans ta zone, c'est tellement bien que tu le fasses, mais laisser ceux qui voudraient le faire, à l'inverse, pouvoir le faire en toute liberté. Alors oui, c'est un argument qui revient souvent, c'est en gros, vous n'aimez pas, vous n'êtes pas d'accord, venez pas voir et laissez-nous faire. C'est le même argument de ceux qui... venez voir, justement, et après vous jugez. Venez pas nous embêter et laissez-nous faire. C'est le même argument des gens qui défendent la corrida. Vous n'aimez pas la corrida, n'allez pas à la corrida et laissez-nous faire la corrida entre nous. Argument qui, sur le plan logique ou intellectuel, n'a aucune valeur, parce que dans ce cas-là, on peut justifier tout et n'importe quoi. Vous n'aimez pas les viols, venez pas violer avec nous, on va continuer à violer entre nous. Mais c'est pas légal. Mais c'est pas légal de violer aujourd'hui. Alors, la légalité, il y a l'éthique et il y a la légalité. Dans les faits, vous dites, oui, aujourd'hui on ne peut plus, si on n'est pas d'accord, on veut imposer son point de vue. Dans les faits, légalement, la chasse est autorisée, elle est très très forte en France. Les chasseurs ont des droits gigantesques par rapport à leur profession. Non, on a des droits, pas gigantesques, on a les mêmes droits que tout le monde. Mais si, mais on le voit en permanence. On peut prendre les exemples pendant le confinement où les chasseurs sont autorisés à sortir, pas d'autres, etc. Parce qu'il y a une nécessité de réguler, et là encore, ça fait partie aujourd'hui de la chasse. C'est pas que un loisir, c'est aussi une nécessité. Non, justement non. Alors, il y a plein de sujets différents. Régulation, non. On faudrait faire le débat technique, faut-il réguler? C'est-à-dire, dégâts aux cultures égale, alors pour la dogme chasse, c'est dégâts aux cultures égale, politiquement, égale trop d'animaux égale faut réguler égale tir égale chasse de loisirs. En fait, à chacune de ces étapes, on peut reprendre. C'est-à-dire, dégâts aux cultures, quelle culture? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Clôture. Clôturer toutes les cultures? Non, justement. Au moment où les cultures sont plus appétantes, quel type de culture? Aujourd'hui, la plupart des cultures, par exemple, sont faites pour nourrir les élevages intensifs. Donc, notamment le maïs qui paye les clôtures? Appétant pour les sangliers. Donc, là, on va pas, si on fait le débat technique clôture, ça va être compliqué. Enfin, ça va prendre du temps, je veux dire. C'est intéressant. S'il y a trop d'animaux, faut-il réguler? Si oui, est-ce que c'est forcément par le tir? Il y aura d'autres moyens éventuellement. Et si c'est par le tir, est-ce que c'est par la chasse de loisirs? On prend l'exemple de Genève, ça peut être par d'autres moyens. Par exemple, typiquement un exemple sur les dégâts aux cultures. Dans le sud, il y a eu un préfet qui a pris un arrêté pour autoriser le piégeage des sangliers. Donc on capture les sangliers dans des cages et on tue l'animal qui est dans la cage. Les chasseurs étaient vent debout contre ça, parce qu'ils voulaient non pas qu'on optimise la façon de tuer un maximum de sangliers, si tel était le but, sangliers, dégâts aux cultures. Les chasseurs disaient, oui, mais là, vous nous enlevez notre loisir. Alors que là, l'objectif, c'est de faire justement de la régulation, en disant, c'est plus efficace de capturer des sangliers et de les tuer, plutôt que d'organiser une battue où il y a 40 personnes pour tuer 10 sangliers. En fait, techniquement, c'est plus simple de les capturer et de les tuer. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. La finalité est la même, quoi qu'il se passe. Ben oui, mais sauf que c'est pas de la chasse, justement, c'est pas de la chasse de loisirs. Tout ça pour dire que, quand vous dites, la chasse de loisirs est indispensable pour la régulation, non. Quand il y a régulation, s'il y a nécessité de régulation, il y a d'autres moyens. C'est deux sujets différents, en effet. Il y a la chasse de loisirs et la régulation, mais les deux vont ensemble. Ben, on peut faire de la régulation si on estime qu'il faut le faire, autrement que par de la chasse de loisirs. On peut réguler, en effet, avec passion, je pense. Avec passion. Avec passion, oui, parce que, d'accord. Oui, on peut réguler avec passion. Et on peut réguler en essayant d'un peu moins faire souffrir, par exemple. Du coup, j'ai perdu, parce qu'on est parti sur plein de sujets.
C'était la viande et puis non, quoi. Non, là, on en était sur presque, je dirais même les modalités de comment s'organise tout l'argumentaire autour de la régulation. Où on part en fait de la volonté de réguler et on arrive jusqu'à la fin par tout le process, jusqu'à la chasse de loisirs. Oui, voilà. Donc, c'est à mon avis une façon de penser qui est hyper répandue, notamment chez les politiques, qui n'envisagent pas d'autres façons de faire que confier des dossiers agricoles compliqués aux chasseurs pour gérer par la régulation, par la chasse de loisirs. Mais du coup, j'ai perdu le fil parce qu'avant, on parlait d'autre chose. On parlait de quoi? On parlait de... Dans ce cas-là, moi, je vais relancer même... Je vais me relancer un sujet qui est notre rapport à l'animal, parce que je pense que c'est une des choses qui finalement aussi peut vous unir et en même temps vous séparer le plus frontalement. C'est ce rapport que vous avez finalement, je pense, tous les deux respectueux aux animaux, parce que vous êtes parmi des gens en France, des gens qui passaient du coup du temps avec des animaux, mine de rien, que ce soit des animaux domestiques ou des animaux sauvages. La question que je vous pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui on a basculé par rapport à nos anciennes générations sur le rapport à l'animal, sur une forme soit d'égalitarisme un peu poussé, diront certains pour toi, ou justement peut-être une cruauté un peu trop à l'ancienne pour toi, Marine? Je ne sais pas si tu veux commencer. Avec plaisir. C'est vrai qu'aujourd'hui on confond un peu tout, animal domestique, animal sauvage, on les met dans le même panier, on va dire. Faut bien différencier un animal domestique d'un animal sauvage. Bien évidemment, c'est logique, j'aimerais pas aller tirer mon chien. Enfin, c'est souvent ce qu'on me pose comme question. Oui, ok, tu chasses, mais est-ce que tu pourrais tirer sur ton chien? Non. Quelle est la différence dans ce cas-là entre ton chien et un sanglier pour toi, c'est un animal domestique, tout simplement. Donc c'est ça la différence, c'est qu'il y a une éducation sur le chien. Après, je dors pas non plus avec mon chien, il y a une limite en fait. Chaque animal aujourd'hui pour moi doit rester à sa place. Et il y a une différence à faire entre l'animal domestique et l'animal sauvage. Et je pense qu'aujourd'hui, on essaye un peu trop de se mettre à la place des animaux justement, et essayer justement de les rendre mignons, de les rendre beaux, de les rendre jolis. Et justement, on perd un peu cette notion. Est-ce que tu comprendrais la critique j'imagine, on te formule aussi assez régulièrement de code qu'on briserait entre le rapport entre l'humain et l'animal, où on mettrait l'animal trop proche du niveau de l'homme, comme certaines personnes ne pensent pas que ce soit le vrai? Ouais, c'est quelque chose qui revient souvent. Alors, l'égalitarisme, je ne suis pas du tout de ceux qui pensent qu'il faudrait donner des droits aux animaux. En fait, la question de l'égalité entre l'homme et les animaux. Biologiquement, nous sommes égaux des animaux, nous sommes des animaux, c'est-à-dire, je reviens toujours, vous allez me dire c'est une lubie, mais si un humain se prend une balle dans le corps, il se passe la même chose que si un animal se prend une balle dans le corps en termes de souffrance. C'est organique. C'est organique. Si l'animal il est domestique comme un chien ou sauvage comme un sanglier, il se passe la même chose. Donc, si on considère biologiquement, physiologiquement les choses, éthiquement, tuer un sanglier par une balle ou tuer un chien par une balle, c'est la même chose du point de vue de l'animal, de la souffrance qu'on génère. On génère la même souffrance. Donc, s'il n'y a pas nécessité à faire, autant éviter. C'est sur la considération de la souffrance peut-être que le rapport a changé. De l'importance de cette souffrance aux yeux des humains. C'est-à-dire qu'effectivement, la société évolue, on le voit tous les jours, vers quand même un peu plus de considération pour l'intérêt qu'ont les animaux à ne pas souffrir le moins possible. Et quant à... je pense qu'il faut vraiment essayer de réfléchir à ce qu'on est, nous, humains, c'est-à-dire nous sommes des animaux, mais qui avons une capacité gigantesque de conceptualisation, mais qui avons surtout... De collectif. Bon, le collectif comme beaucoup d'autres animaux, mais peut-être plus poussé effectivement chez les humains, surtout avec la modernité, le fait que... Bon, bref. Tous les trois, c'est absolument. Pas sûr que les sangliers puissent. Ils se réunissent entre eux dans la forêt, ils se font des petits colloques pour parler des humains. Non. Le droit des humains. Le droit des humains. Non, mais par contre, ce qui est passionnant chez l'espèce humaine comme chez d'autres, c'est qu'on est capable on est capable dans notre histoire, et ça a été nécessaire dans notre histoire qu'on soit à la fois empathique et à la fois capable de violence. On est empathique parce que, alors ça aussi ça a été bien étudié, parce que ça a été sélectionné par l'évolution, parce que ça permet justement la cohésion dans les liens sociaux, ça permet d'élever les jeunes, de prendre soin des plus fragiles dans le groupe, qui auront une utilité dans le groupe, puisque dans le point de vue de l'évolution, c'est souvent ce qui fonctionne, ce qui est utile à l'espèce d'ailleurs. Donc l'empathie a été utile. Tout ça pour dire que l'empathie a été sélectionnée. Donc chez d'autres mammifères, chez plein d'autres animaux, il y a l'empathie. Donc, on prend en compte l'intérêt d'autrui, d'un autre être vivant. On prend en compte le fait que si on le fait souffrir, c'est une douleur pour lui et qu'on n'a pas forcément envie de lui infliger cette douleur. Mais il y a aussi de la violence chez les humains. Ah oui, voilà la question à laquelle je réponds, c'est est-ce que la société est plus douillette? Alors, on est capable d'empathie, mais on est capable de violence. Nous les humains, c'est pas est-ce que l'homme est bon, est-ce que l'humain est bon ou mauvais? C'est juste qu'on est
on a les deux en nous issus de notre histoire évolutive, comme chez plein d'autres primates, comme chez plein d'autres mammifères. On est capable de violence parce qu'à une époque, pour survivre, il fallait tuer, il fallait chasser, même si on mangeait pas du tout, semble-t-il, majoritairement de la viande, mais on en mangeait et c'était indispensable pour notre survie. Et donc on est capable de tuer. Et simplement, moi, ce que j'essaie de dire, c'est aujourd'hui, essayons de développer plutôt l'empathie, le respect, plutôt que la violence et le fait de faire souffrir, dans la mesure où c'est plus nécessaire pour nous de tuer ou de faire souffrir, sauf peut-être certains cas marginaux qu'il faut étudier au cas par cas. C'est pas un truc dogmatique que je dis là, c'est juste essayons, aller prendre un fusil pour tuer un animal, pour aller tuer un renard, pour aller tuer une grive, pour aller tuer un canard sauvage, dans la mesure où nous n'en avons pas usage, surtout pas nécessité, et dans la mesure où on sait qu'on affiche de la souffrance, développons plutôt l'empathie, le respect pour ces animaux-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre sur un pied d'égalité avec les humains en termes de droits, de social, etc. Mais y a-t-il une logique de culpabilité ? Je vous pose la question aussi, dans ce rapport qu'on aurait justement de s'en fiche, de s'en foutre même, pour parler vulgairement, de la souffrance animale, ou à l'inverse, d'avoir cette véritable volonté qu'il ne souffre pas. Est-ce que du coup, il n'y a pas juste simplement une considération juste de rapport à l'animal et de rapport à ses propres sentiments envers justement les animaux? Marine? Si, ça revient un peu à cette question, est-ce que l'homme, est-ce que les Français en tout cas sont douillés? Je pense juste que certaines personnes qui sont contre et qui le montrent ferment juste les yeux sur plein d'autres choses et plein d'autres sujets. Aujourd'hui, la chasse, on le dit, c'est 1 million de personnes. Je pense que le débat pourrait aller sur plein d'autres sujets par rapport aux animaux qui souffrent. Donc moi je trouve qu'on ferme juste les yeux et c'est juste plus simple de dire je mange de la viande mais je regarde pas comment c'est fait, ça m'arrange quoi. Bien sûr, mais je parle même du rapport qu'on a à l'animal. Est-ce que la différence peut-être entre un pro-chasse et un anti-chasse serait, on va dire, le recul plus ou moins grand qu'on a par rapport à la souffrance animale, peut-être à une empathie envers cet animal? Je pense pas, je pense être quelqu'un de très empathique, hein. J'ai beaucoup d'émotions, je suis parisienne, je pense normale, comme tout le monde, comme tout chasseur, et c'est pas pour autant que je vais dire que je vais faire souffrir des animaux ou que je vais avoir un plaisir à ça. Pour moi, c'est pas du tout lié. Le chasseur n'a jamais été caractérisé comme ça, au contraire, c'est quelqu'un qui prend soin de la nature, qui prend soin des animaux, qui est au plus près, qui est au cœur tous les week-ends, toute la semaine. Au contraire, je pense que le chasseur, c'est plutôt quelqu'un qui prend soin de la nature, soin des animaux et qui justement aujourd'hui a toute sa place. Et on va conclure ce débat par une question de conclusion à laquelle vous pouvez répondre soit par une ouverture, soit par vous-même votre propre bilan de ce débat et de vos points de vue. Mais c'est, du coup, sommes-nous en train de tomber, et je vais évidemment utiliser des mots caricaturaux, mais dans une société de fragilité ou dans une société de respect? Comment aujourd'hui, et vous aurez évidemment, je pense, chacun votre position, mais est-ce qu'aujourd'hui on a basculé du coup dans une société que certains considéreront comme fragile et d'autres une société qu'on considérera comme empathique? Comment vous positionnez par rapport à ça? Dans les faits, on tue des millions, des milliards d'animaux, donc on n'est clairement pas dans une société de respect, en tout cas factuellement. Après, effectivement, la pensée est en train un petit peu d'évoluer, donc effectivement la prise en compte de ce qu'on appelle la protection animale, ou en tout cas l'intérêt des animaux, notamment, et puis l'écologie, parce que je viens de ce milieu-là, moi l'écologie, je viens pas de la protection animale, donc c'est vrai que là on a complètement parlé des animaux et de souffrance, mais donc effectivement la société progresse à mon sens dans la direction d'une meilleure prise en compte de l'intérêt des animaux et de l'écologie, mais dans les faits on est encore très très loin d'avancer. Pour l'instant c'est des millions et des milliards d'animaux qui sont tués sans nécessité, c'est des écosystèmes saccagés, etc. etc. Si c'était pas, alors c'était un peu binaire parce que c'était soit c'était le but, c'était soit respect, soit de la nuance, soit quoi, pardon, soit fragilité. Ah, fragilité. Et le respect par le sens d'empathique, j'entendais. Fragilité, moi je pense pas. Je pense que vraiment, par rapport à ce que je disais, je veux pas être trop long. On a en nous de la violence et de l'empathie. C'est pas de la fragilité de développer l'empathie. Factuellement, nous humains, notre société est tellement violente dans les faits. Il y a tellement justement d'animaux massacrés par notre organisation politique, sociale. On conçoit tout autour de l'animal-objet, de son exploitation sous différentes formes et notamment par la chasse, d'aller tuer les animaux dans le cadre d'un loisir, d'une passion.
notre société est tellement violente que pour moi, c'est pas du tout de la fragilité, c'est de développer un peu d'empathie pour évoluer, pour mettre un petit peu moins de violence, voire beaucoup moins de violence dans nos rapports aux animaux ou aux autres animaux. C'est pour moi un progrès qui serait, vers lequel on doit aller de toute évidence. La question, elle est complète. Enfin, on pourrait partir sur plein de sujets. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que les chasseurs sont de plus en plus à l'écoute de la société et justement des besoins pour justement faire attention au monde qui nous entoure, donc que ce soit l'évolution des armes, des munitions, de notre manière de chasser, que ce soit par exemple le permis de chasser où tous les 10 ans on va devoir passer un test pour justement s'assurer qu'on a toujours toutes les consignes de sécurité en tête et que tout est ok. Je pense que les chasseurs et la chasse aujourd'hui, elle écoute en fait l'évolution et on s'adapte aussi. Il y a des chasses traditionnelles qui sont interdites. Je peux l'entendre, c'est des choses qu'on écoute et on va en tout cas vers une chasse qui soit un peu plus raisonnée. Et c'est ce que j'espère que tous les chasseurs continueront à faire et c'est comme ça qu'on fera perdurer la passion. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup Pierre Rigaud. Merci beaucoup Marine ou Insta Chasseresse. Merci à vous. On peut le dire. J'espère que ce débat vous a plu. On va passer au débrief, nous, dans quelques minutes et vous dans une semaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire et à débattre dans ces commentaires avec respect, évidemment. C'était le 6e ring sur la chasse. C'était Valorant pour le crayon. À très bientôt. Ciao. Quand on forme les gens correctement dès l'enfance, en les encourageant dans l'intelligence, ça fait des citoyens engagés qui peuvent débattre.